Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser une question durant les 15 minutes qui s'ouvrent devant nous. Comment peut-on transmettre une entreprise via un mécanisme assez particulier, via un mécanisme de viager? Pour cela, nous avons deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler. Hubert Biard, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Hubert Biard. Bonjour. Vous êtes avocat en droit des sociétés associé au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. Et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Charles-Édouard Bourget. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour. Vous êtes notaire associé chez Haussmann Notaire. On va commencer avec vous, Hubert Biard. Le viager est un mécanisme connu, qui a été familiarisé d'ailleurs avec un film qui porte également son nom, mais on le connaît surtout lorsqu'il s'agit d'acheter un bien immobilier. Or, il est possible d'utiliser le mécanisme du viager pour transmettre une entreprise. Alors, comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors, effectivement, l'entreprise est un petit peu le schéma dérogatoire, voire exceptionnel de la transmission. Le mécanisme du viager, tout simplement, ça va être un schéma de modalité de paiement, en sachant qu'il faut jouer, jongler, j'allais dire, avec la problématique de l'espace-temps qui, dans une entreprise, est extrêmement restreint, avec un espace-temps qui, par rapport à la durée de vie que l'on peut espérer la plus longue possible pour notre vendeur. Donc, gérer ce business plan sur une durée de 5, 7, voire 25 ans, si on prend les extrêmes, ça peut être extrêmement complexe. Mais on peut aujourd'hui se porter acquéreur d'une entreprise et proposer un mécanisme de viager au vendeur en question. Absolument, la loi l'autorise. En fait, le Code civil reprend tout simplement les règles applicables en droit de l'immobilier. Et le Code civil va tout simplement nous dire, pourvu qu'il y ait un aléa, la vente sera parfaite. D'accord. Le mécanisme maintenant peut se poser au niveau de qu'est-ce que je vends véritablement, parce que quand on dit aléa, c'est une chose dont on n'est pas sûr, par exemple la durée du contrat. D'accord. C'est tout simplement l'absence de visibilité sur l'échéance, en l'occurrence le décès de mon vendeur. Charles-Édouard Bourget, très concrètement, donc on a compris que c'était possible de transmettre une entreprise en viager, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va valoriser une entreprise, et ça va poser un certain nombre de questions sur la valorisation de l'entreprise, mais ensuite on va y appliquer une décote et une autre partie va être versée en rente, c'est ça, comme dans un mécanisme de viager traditionnel? Alors, la mécanique est exactement la même que pour un viager immobilier. On valorise le bien que l'on vend, en l'occurrence l'entreprise, et puis à partir de cette valorisation, on convertit le prix en une rente viagère. D'accord. Donc sous réserve des tables de mortalité et de l'âge du vendeur, qu'on appellera le crédit rentier, on aura la possibilité de convertir ce prix tout ou partie en une rente dont on suppose qu'elle sera versée pour X années en fonction de la table de mortalité. Une partie du prix peut être également versée le jour de la signature de l'acte, ça s'appelle le bouquet. En général, il est fixé à 30%, mais il peut être neutre ou zéro. Et ça permet effectivement d'étaler dans le temps le paiement du prix. Et c'est là où il y a l'aléa, la notion d'aléa qui fait qu'on est vraiment dans un viager. Qui verse la rente, Charles-Édouard Bourget? L'acquéreur, le repreneur, le débit rentier. À titre personnel? C'est lui, c'est pas la société, puisque c'est lui qui achète. C'est vous qui êtes propriétaire des parts. Donc, D'accord. si vous achetez les parts que je vous vends, vous devez me payer à moi un prix. Et c'est une rente. Alors, ça pose quand même beaucoup de questions. On va continuer avec vous, Hubert Biard. On va revenir effectivement sur potentiellement les aléas qui peuvent arriver justement lorsqu'il s'agit de verser la rente. Mais juste avant, Hubert Biard, là on parle d'entreprise, mais des réalités d'entreprise, il y en a énormément. Il y a des entreprises dont on détient 100% des parts, d'autres entreprises dont on ne détient que 95, mettons, voire que 50% des parts. Il y a des fonds de commerce, il y a des entreprises, il y a des SARL, des sociétés anonymes. Est-ce que ça marche dans tous les cas? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? Alors, l'exception majeure, c'est comme en matière immobilière, on ne pourra pas vendre l'entreprise au fils, à un descendant en ligne directe. D'accord. Donc ça, la loi nous l'interdit, donc c'est immédiatement évacué. Après, acheter une entreprise, ça peut être acheter des titres, comme ça peut être acheter un fonds de commerce. D'accord. Si on achète des titres, qui est la majeure partie des cas, on va être contraint sur un élément essentiel, puisque au moment où on achète les titres, on achète potentiellement une dette, voire un risque. Et comment le vendeur va pouvoir se garantir? En d'autres termes, comment le vendeur va pouvoir s'assurer que sa rente pourra lui être versée tous les mois sur une échéance incertaine. Et alors comment fait-il pour s'assurer que sa rente pourra effectivement être versée? Alors c'est là que les professionnels que nous sommes, notaires, avocats, j'allais dire techniciens du droit, on va essayer de trouver les garanties les plus sécurisantes pour notre vendeur. Maintenant, on a toujours cette problématique de la vie de l'entreprise. On a un schéma où l'aspect
accompagnement du vendeur est fondamental. En général, c'est l'une des clés de réussite, mais l'accompagnement du vendeur ne peut pas forcément être une garantie de succès à horizon 5 voire 10 ans. Donc, est-ce qu'on va parler de sûreté, de garanties comme des nantissements, des garanties comme des gages sur un certain nombre d'éléments corporels? Là, ça va être le fruit d'une négociation âpre entre vendeur et acquéreur, comme toute transmission d'entreprise. Alors, Charles-Édouard Bourget, j'ai envie de vous poser la question, mais qui amène en fait une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, l'acquéreur achète l'entreprise, mais l'entreprise fait faillite au bout de 10 ans, mais qu'il y a toujours ce sujet de rente à verser, mais que l'acquéreur fait lui-même face à des difficultés financières et l'entreprise n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, il faut déjà savoir que le Code civil le prévoit et c'est inséré dans tous les contrats de manière conventionnelle également. Il y a une clause résolutoire qui dit que si la rente n'était plus versée par le débit rentier, donc l'acquéreur, le contrat n'existe plus, ou en tout cas est résolu, et donc on revient dans une situation où moi, vendeur, je récupère la propriété de mon entreprise, ou des parts sociales. Mais si l'acquéreur n'a pas su gérer l'entreprise. Ce n'est pas forcément ma volonté. Après, il y a le sujet de savoir si l'entreprise continue à exister ou pas. Mais à la limite, j'allais dire pour moi, vendeur, que l'entreprise existe ou pas, en tout cas, je vous ai vendu quelque chose et vous me devez le prix qui correspond. D'accord, mais alors, comment détermine-t-on ce prix? Ce sera à l'instant, si on parle d'une entreprise en faillite, est-ce qu'on revient sur le prix de départ, la valorisation de départ, ou là, je sens qu'on est sur du cas par cas, on va aller chercher la jurisprudence. Exactement, ça va être une analyse vraiment contextuelle. Je vous parle par une entreprise de barriques, je vais peut-être me gager sur tous les stocks de bois. C'est ça, s'il y a du stock, effectivement, ça peut faciliter. Ça peut faciliter. Si je suis sur un fonds de commerce, le droit au bail existera, l'emplacement du fonds en question existera toujours. Donc moi, vendeur, j'ai tout intérêt à avoir peut-être un gage sur mon bois que j'ai malgré tout vendu, un gage sur le droit au bail, le pas de porte. Donc ça, je vous dis encore, c'est de l'imagination, de la créativité des techniciens du droit. Oui, néanmoins, permettez-moi, on ne revient pas sur le prix. Le prix, il a été fixé au moment où on a dealé. D'accord. Mon entreprise vaut 100, je vous la vaux 100, vous me versez 30 de bouquet, il y a 70 à verser. Alors, ce sera peut-être plus que 70 si je vis très longtemps, parce que la rente viagère sera déterminée sur la base des tables de mortalité. Ce sera peut-être moins si je vis moins longtemps, mais en tout état de cause, même si l'entreprise périclite, vous êtes redevable de la somme au total, en tout cas, environ 100 qui était la base de la valorisation de l'entreprise. C'est ça. Le seul aléa, c'est la durée de vie du vendeur qui a accepté de se soumettre à ce mécanisme. Il n'y a pas d'autres aléas possibles, notamment sur l'activité économique de l'entreprise. Exactement. La garantie, en revanche, elle permettra d'assurer que même si l'entreprise ne vit pas, ne vit plus, vous qui me devez une rente, vous avez des revenus suffisants pour me verser cette rente, ou alors je prends dans votre patrimoine ou éventuellement dans le patrimoine de l'entreprise, ce qui me permettra de percevoir mon prix. Je reviens sur ma question du capital avec vous, Hubert Biard. Alors effectivement, des dirigeants d'entreprises qui possèdent 100% du capital, ça existe, mais des dirigeants d'entreprises qui ne possèdent que 70% du capital, ça existe aussi. Est-ce que ceux-ci, automatiquement, sont exclus d'un mécanisme comme le viager pour transmettre leur entreprise? Absolument pas. L'acquéreur va tout simplement se positionner sur une quote-part de capital, à charge pour lui d'avoir suffisamment de latitude, c'est-à-dire avoir une majorité assurée, ça peut être 51%, ça peut être une majorité qualifiée, 67 voire 76%, pour pouvoir tout simplement avoir les rênes de son entreprise et de pouvoir l'accompagner dans la durée. Mais le schéma de viager dans ce cas de figure précisément, c'est vendre des parts, des titres, des actions, des valeurs mobilières en l'occurrence, et de pouvoir encaisser un prix sur ces actions, tout simplement. Ça veut dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, je ne peux céder en viager qu'une partie du capital que je possède? Dans ce schéma-là, oui. D'accord. Et donc rester finalement dans l'entreprise tout en ayant cédé la gérance à l'acquéreur, par exemple. Tout à fait. On peut imaginer, par exemple, que j'ai 70% du capital parce que les 30 autres pourcents sont déjà détenus par les salariés de l'entreprise. Vous êtes un très bon élément dans mon entreprise et donc vous me rachetez les 70% qui m'appartiennent. Mais puisque vous avez déjà payé les parts sociales que je vous ai vendues, les 30 premiers pourcents, vous n'avez plus assez de cash dispo pour pouvoir le faire. Et donc on étale dans le temps et vous me payez ces 70% ma vie durant. À quel moment la société est définitivement cédée ?
Le transfert de propriété a lieu au jour de la signature. D'accord. La vente a lieu au moment de la signature. D'accord, c'est ça. Il faut que ce soit très clair une là-dessus. modalité de D'accord, paiement ouais. du prix. C'est juste une modalité de paiement du prix. On est propriétaire des parts dont on a fait l'acquisition à partir du moment où on a signé le contrat en question. Exactement. Pas à la fin du versement de la rente. Il vaut mieux le préciser. Hubert Biard, peut-être pour commencer, et ensuite Charles-Édouard Bourget. Est-ce que ça a une incidence en matière de fiscalité, que ce soit côté acquéreur ou côté vendeur? Alors, la fiscalité aujourd'hui est plutôt favorable à ce mécanisme. C'est-à-dire qu'au moment où le vendeur va transférer son patrimoine en quelque sorte, il va encaisser un prix sur lequel il va être fiscalisé au titre des plus-values de cession avec différents mécanismes envisageables. La plus-value étant acquittée, l'aspect rente, comme on le disait tout à l'heure, c'est tout simplement des modalités de paiement et la rente ne va plus être fiscalisée. Donc l'un des avantages du mécanisme de la vente en viager, c'est tout simplement d'étaler et d'assurer au vendeur un complément de retraite qui peut ne pas être négligeable. Ça crée un complément supplémentaire de retraite pour le vendeur, Charles-Édouard Bourget, ce qui amène une question que j'ai depuis le début, c'est à quel âge fait-on cela? Est-ce qu'on fait ça au moment où on veut partir à la retraite? Alors, c'est un mécanisme qui est souvent, quand il est utilisé, il est mis en place peut-être pour parer à l'urgence. D'accord. Parce que l'entrepreneur, par définition, et vous l'avez dit tout à l'heure, a souvent du mal à se séparer de son bébé. Bien sûr. Et donc, il repousse le moment où il va céder. Et au moment où il va devoir céder, peut-être parce qu'il aura un problème ou qu'il y aura une urgence, il n'aura peut-être pas des acquéreurs qui seront à même de pouvoir tout de suite mettre le cash dispo pour pouvoir payer le prix de son entreprise. D'accord. Et donc, ce mécanisme permet d'étaler dans le temps. Donc, ça arrive plutôt, effectivement, quand on est en bout de course de sa vie entrepreneuriale. D'accord, donc c'est pas sur un départ à la retraite à 65 ans ou à 67 ans, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui sur d'autres sujets. Hubert Biard, c'est plutôt vers 70-75 ans qu'on passe par ce genre de dispositif. Voilà, tout à fait. C'est un mécanisme de transition. Dans tous les cas, je disais tout à l'heure, la période d'accompagnement est un facteur clé de succès dans la transmission d'entreprise. Maintenant, une personne qui va tout simplement reprendre, comme je disais, les rênes de cette entreprise, eh bien, il va, à partir d'un moment, vouloir voler de ses propres ailes. Donc, c'est un schéma qui ne peut pas être durable d'avoir, j'allais dire, deux coqs par poulailler. Est-ce qu'il y a des limites à ce mécanisme? Alors, on parle d'un mécanisme assez peu répandu à l'heure actuelle. On fait de la pédagogie sur un mécanisme assez peu répandu. Est-ce qu'il y a des limites qu'il faut avoir en tête si jamais on était tenté de passer par ce mécanisme à l'heure actuelle, Hubert Biard? Les limites, ça va être tout simplement les sociétés, j'allais dire, de taille significative qui, en général, sont détenues par une holding. D'accord. Et détenir une entreprise par une holding, ça va tout de suite évacuer la problématique du viager, où le viager, ou dans ce schéma-là, le vendeur doit être une personne physique. Donc ça peut être, le sujet de la taille de l'entreprise, et deux, le financement que l'on peut imaginer à côté du versement du bouquet et de la rente. Est-ce qu'on trouve une banque qui accepte, par exemple, de financer un rachat en viager? Là, c'est plus complexe. C'est plus complexe et je reviens à ce moment-là sur l'aspect garantie. Les banquiers vont forcément demander des garanties solides pour assurer le versement et le respect de l'échéancier bancaire. Et donc là, notre vendeur va venir en compétition et passera certainement en second rang. Donc là, des garanties forcément plus faibles. Charles-Édouard Bourget, même question. Est-ce que vous voyez des limites à passer par, que ce soit côté vendeur ou côté acquéreur d'ailleurs, à faire appel à ce mécanisme? Non, j'avais en tête quand vous avez posé la question exactement la même limite, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que le cédant, le vendeur, soit une personne physique, puisqu'on mise sur ma vie. Enfin, bien sûr, oui, complètement. Il faut que ce soit une personne physique et la société détenue par une holding, ça ne fonctionnera pas. Côté acquéreur, à l'inverse, moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus facile de trouver un financement parce que le bouquet est plus léger à financer. En revanche, il faut savoir que la banque, effectivement, ne financera pas la rente. Donc c'est à vous d'assurer vos revenus, sans doute par cette entreprise que vous m'achetez, bien sûr, par autre chose, pour pouvoir payer la rente. Parce que la banque ne financera pas la rente. Est-ce que, selon vous, alors c'est une question beaucoup plus générale, hein, vous êtes des techniciens de ce mécanisme et de bien d'autres, est-ce que selon vous, ça peut faciliter des rachats d'entreprises? On voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui ne trouvent pas forcément repreneurs. Est-ce qu'un mécanisme comme celui-là pourrait faciliter certains rachats? Hubert Biard, ouais. Pour ma part, oui, je pense qu'il va falloir faire preuve d'imagination pour les années à venir. Aujourd'hui, les conditions d'octroi de crédit sont de plus en plus difficiles. Sur une vingtaine de dossiers en cours actuellement, j'ai plus de la moitié où les banques réfrènent un petit peu leurs modalités et leur accompagnement. Donc on va aujourd'hui se heurter, plus un schéma inflationniste et tout ce que l'on entend aujourd'hui. J'ai bien peur qu'il faille trouver des solutions pour garantir à nos vendeurs une reprise d'entreprise.
Merci messieurs, merci Hubert Biard, avocat en droit des sociétés associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Merci Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.